démocratique. Encore qu'on se connaît tous. Voilà, je crois que nous sommes connectés et je l'enverrai sur vos Facebook respectifs à mesure que nous évoluons là. Voilà. Nous sommes donc connectés sur Facebook, comme vous le constatez, chers amis. Salut à tous et à toutes au micro, Jean Lewis, la tribune de Radio Congo Live en Chicago sur le dialogue politique, j'aurais pu dire l'esquisse de dialogue politique au Congo-Brazzaville. Vous avez Bernard Pongui du Canada, Évrard Nongo de la France, Aristide, vous pouvez voilà, lever Aristide Mobébissi, tout le monde est d'accord, Brazza Paris Info de la France, Albert Lombo, que vous voyez, Albert, j'insiste sur le fait que tu devrais t'arrêter pour participer à ce débat. Non, je suis dans mon parking. Là. Et voilà, donc Albert Lombo qui est au Texas, Marcel Boulingui qui est le chef bureau de Congo Live 11 à Iowa. Avec tous ses amis, nous allons parler de ce dialogue politique. Alors, la semaine dernière, sur fond de réunion sur la paix initiée par le président Macron, la délégation congolaise conduite par M. Denis Sassou Nguesso, je crois, s'est rendue à Paris et dans les sillages, dans les couloirs, cette délégation, ce gouvernement a dû cru devoir proposer à la diaspora congolaise, du moins à certains individus, l'esquisse d'un dialogue politique. Alors, on en parle en termes de confusion, de suspicion, et tout cela crée une atmosphère plus ou moins potable et peut-être incivique à la lumière des posts que nous avons constatés sur Facebook. Avec vous, chers amis, donc, nous allons faire la lecture de tout cela pour voir comment cette idée est arrivée dans la diaspora et à votre tour, comment vous envisagez l'esquisse d'un dialogue? Quels sont pour vous les préalables à ce dialogue? Alors, un tour de table pour saluer les auditeurs. Avec vous, Évrard Nongo. Oui, bonjour. Il y a un retour chez vous. N'écoutez pas, vous ne devez pas réécouter le Facebook. Fermez votre Facebook. Je crois qu'il y a un retour. Pas à mon niveau, je pense. Allez-y. Oui, donc vous disiez que tout le monde me connaisse. Donc, c'est Évrard Nongo, le président du MODEC, le mouvement des démocrates congolais. Oui, allez-y. Le suivant. Bernard Pongui. Bernard Pongui, un Congolais canadien, voilà. On est là pour la résistance à changer le système politique au Congo-Brazzaville. Albert Lombo. Albert Lombo, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, Aristide Mobébissi. Oui, Aristide Mobébissi, chroniqueur, journaliste, communicant congolais, Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Et en ce qui concerne le dialogue, si oui, je peux commencer déjà. Non, nous faisons un tour de table pour ça, saluer. Voilà. Bon, ok, mais je salue tout le peuple congolais, je salue la diaspora congolaise, tous les frères du côté des États-Unis, Albert Lombo, Bernard Pongui et l'autre frère. Salam. Voilà. Martial Boulingui. Guy Martial Nzamba Boulingui, votre humble serviteur depuis Iowa. Je serai là, comme toujours, pour essayer d'apporter ma part ou ma contribution à l'édifice pour le bien-être de notre pays. Alors, nous avons M. Albert Lombo, tout est flou là, je ne te vois que dans les ténèbres. Est-ce que tu n'as pas assez de lumière? Albert Lombo, est-ce que vous nous entendez là? Albert Lombo? Alors, je crois qu'il a des problèmes d'écoute. Son image est inerte, je crois, Albert. Voilà, il est donc parti. Alors, nous allons commencer cette émission avec vous, chers amis, sur un constat. L'idée de dialogue en soi est-elle une mauvaise idée quand on sait que notre pays, le Congo-Brazzaville, est en proie à une crise politique, sociale et économique? Est-ce que Évrard Nongo? Bon, en ce qui me concerne, je pense que l'idée d'un dialogue en soi n'est pas mauvaise. C'est une bonne idée. Connaissant tout ce qui se passe dans notre pays, pour moi, je pense que non. Dialoguer, discuter ensemble, se dire des vérités, les uns et les autres ne pose aucun problème. Maintenant, après, tout dépend maintenant du contenu que nous mettons dans ce dialogue-là. Voilà. Aristide Mobébissi.
Bon, moi, je dirais l'idée de dialoguer entre frères, c'est pas mal, c'est bien. Mais pourquoi Sassou veut dialoguer maintenant? Parce qu'il est au pied du mur, parce qu'il a le pays n'a plus d'argent, il a foutu le pays dans la merde, dans le marasme, et c'est maintenant qu'il veut dialoguer. Moi, je dirais, c'est pas le bon moment. Qu'il rapatrie d'abord l'argent volé, qu'il ramène l'argent au Congo-Brazzaville, et à partir de là, on pourra dialoguer. Alors, Bernard Pongui, donc vous pensez qu'il faut, comme au BBC, un préalable à cela? Bon, écoutez, M. John Lewis, comme vous le savez, si les conditions de dialogue ou les préalables du dialogue, c'est juste pour permettre à l'ascension d'un homme au pouvoir et à s'ancrer à ce pouvoir, alors là, ça ne sert pas de discuter, ça ne sert pas de dialoguer. Mais si nous voulons tenir un dialogue pour le compte du peuple congolais, hein, je vais préciser les mots, ce dialogue est pour le peuple congolais qui veut ce changement. En ce moment-là, nous sommes d'accord à un dialogue. Mais s'il s'agit de permettre à l'ascension d'un homme, d'un clan au pouvoir, alors là, ça ne sert à rien. Donc, éventuellement, il faut des préalables, et ce n'est pas à Sassou Nguesso de dicter cela, hein, de dicter ces préalables et de donner la conduite à tenir. Nous avons Albert Lombo. Est-ce que vous pouvez nous écouter là maintenant? Albert Lombo? Albert? Il y a M. Richard Anthony qui est connecté là. Bon, voilà, je vous informe l'arrivée de M. Anthony. Anthony, je crois que vous êtes déjà à l'antenne et vous n'avez pas besoin de nous offrir tout le spectacle que nous voyons là. Alors, nous sommes en direct déjà, M. Anthony. Je vous informe que M. Anthony est donc responsable de la communication du mouvement républicain pour la libération du Congo et qui prend part à cette tribune à ce titre. Alors, je rappelle que cette tribune est une tribune interne donc des amis de la radio et que nous avons à débattre, je répète, de la question du dialogue politique, de l'esquisse du dialogue politique. Bernard, Martial, Guy Boulingui, voilà, c'est avec vous. L'idée de dialogue vous paraît-elle pour vous une idée tout à fait normale pour un pays en crise? Le pays est en crise, comme vous l'aviez dit. Le dialogue ne devait pas seulement s'imposer. Maintenant, le dialogue devait être une réalité permanente, une réalité présente dans notre pays. Alors, pourquoi Sassou Nguesso veut dialoguer maintenant alors que le dialogue a été demandé depuis très longtemps? Alors, je pense que ici, ce qu'il faut faire, c'est d'abord se dire le dialogue, il doit avoir, mais dans quelles conditions doit-on avoir le dialogue? Parce que nous avions eu beaucoup de dialogues, beaucoup de concertations, mais malheureusement, les décisions ou ce qui avait été décidé ou discuté dans ces concertations, dans ces dialogues, n'ont jamais été mis en exergue ou en valeur. Alors aujourd'hui, pour que nous puissions parler de dialogue, il va falloir qu'il y ait des préalables. Il va falloir qu'il y ait une supervision d'une autorité neutre. Le dialogue ne peut pas se faire sous la houlette du pouvoir de Brazzaville, mais le dialogue, s'il y en a, ce qui est une très bonne chose, doit se faire sous la houlette d'une institution internationale, doit se faire avec des conditions qui vont être définies par tous les acteurs. Parce que très souvent, lorsque nous allons au dialogue avec Sassou Nguesso, le plan de travail, le canevas est tracé, décidé par le pouvoir de Brazzaville. Et ce qui n'est pas un dialogue, mais ça devient en quelque sorte un monologue où le programme est déjà décidé à l'avance par ceux qui organisent le dialogue. Alors, je vous informe que nous avons Albert Lombo qui semble avoir des soucis de micro. Est-ce que Albert Lombo, vous nous écoutez? Albert? Albert? Oui, est-ce que vous m'écoutez? Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez réagir sur cette question? Est-ce que l'idée du dialogue, la question est-elle en soi une mauvaise idée quand on sait que le pays est en proie à une crise? Alors, je sens qu'il a des problèmes à nous écouter. Vous pouvez répondre à la question rapidement, Anthony? Non, Ouais, ce n'est pas mauvaise. Ouais, allô? Vous ne m'écoutez pas? Oui, Albert Lombo, allez-y, allez-y. Oui, Allez. je disais, vous m'entendez maintenant? Oui, mais il y a un grisaillement de fond. Allez-y. Bon, je disais que l'idée n'est pas mauvaise, sauf que j'ai l'impression, à entendre parler tout le monde, j'ai l'impression que nous devenons comme un gouverneur. C'est-à-dire, nous n'avons pas, comme je le dis souvent, nous avons perdu un certain nombre de valeurs qui nous permettent vraiment
de cerner ce que l'autre ferait, d'être solidaire, de considérer d'abord l'autre par rapport à ce qu'il s'est engagé, de cerner et d'être solidaire à ce qu'il peut faire malgré tout ce qui est vraiment se présage. Je sais que le pouvoir de Brazzaville est en émoi compte tenu des exigences des institutions de Bretton Woods, mais quand le pouvoir de Brazzaville est en cette situation, il faut maintenant qu'il y ait des intelligences qui perçoivent à un certain moment le message, le saisir et essayer un peu d'aller solidairement pour essayer un peu de regarder et de poser les conditions. Mais en effet, l'idée n'est pas mauvaise, mais on l'aborde très mal et j'ai l'impression que nous sommes un peuple désormais ingouvernable. Pourquoi? Parce que je ne sais pas demain qui va nous gouverner, qui sera-t-il, quelle forme il aura, quel sera son profil, et ainsi de suite. Parce que voilà. Nous ne sommes que nous. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, nous en sommes préliminaires, nous verrons dans la suite. Alors, Anthony, rapidement, est-ce que vous pouvez en quelques 45 secondes répondre à cette question sur l'idée même du dialogue? Vous m'entendez? Absolument. D'accord. Alors, je suis donc, comme tu l'as dit, moi, je suis une autorité du MRLC, Mouvement républicain pour la libération du Congo. Je suis porte-parole. Je n'appartiens plus à moi-même. Donc, quand je prends la parole, elle est une parole du MRLC. Le Mouvement républicain pour la libération du Congo n'est pas un mouvement va-t-en-guerre qui a placé deux options quand même pour libérer le Congo. Libérer le Congo de quoi? Libérer le Congo de tout régime ethnique au Congo. Il faut qu'on soit clair. Nous ne voulons pas de votre philosophie, mais nous voulons de ce que vous pensez du dialogue comme tel. Mais c'est pour ça, il faut que je déplante le décor avant de donner l'avis. Donc, le dialogue, le moment... Allô, Lewis? Nous vous suivons. Allô? Allez-y. Alors, pour le MRLC, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. La première des choses que le MRLC a mis au-dessus, c'est le dialogue tenu à l'étranger. Parce qu'on ne négocie pas avec quelqu'un qui est détenteur d'une arme. Tout ce qui est signé sous l'influence des armes est nul et non avenu. Le Congo de Brazzaville d'aujourd'hui n'offre pas les conditions de négociation équitables. D'où le MRC a mis en avant, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, nous avons dit dialogue, oui, mais dans quelles conditions? D'abord, nous verrons ces conditions. Nous ne sommes qu'au début de ce débat. Nous voulons d'abord voir dans quelle mesure l'idée du dialogue est une nécessité pour le Congo et tout le monde semble dire oui, il faut un dialogue pour le Congo. Mais dans la suite, on verra quelle esquisse de solution l'opposition militante que vous incarnez donc de la diaspora. Voilà, donc avec vous, donc, nous reprenons notre tour de table avec vous, Bernard Pongui. Que reprochez-vous à ceux qui ont commencé à faire des tractations pour organiser un dialogue politique en France? Bon, mais déjà, il faut le dire que ce n'est pas à Sassou de demander le dialogue, là. Parce que les Congolais, à un certain moment, ont voulu s'asseoir et discuter sur un certain nombre de bases. Mais Sassou avait dit non, puisque Sassou avait dit que le Congo n'était pas en crise. Il a dit que le Congo n'est pas en banqueroute. Il a dit qu'il n'y avait pas génocide au pôle. Mais tout a démontré que c'était un mensonge formulé. Donc, ce n'est pas à Sassou d'envoyer ses émissaires à Paris et un petit groupe des Congolais se forme, commence à travailler sur un projet, soi-disant, de préparer un dialogue avec Sassou. Hein? Donc, c'est sur ce point que nous reprochons
à Sassou et à ce petit groupe qui s'est formé au niveau de Paris pour aller discuter. Parce qu'il faut le dire que c'est le peuple, le dialogue que le peuple décide. Il y a d'abord une condition sine qua non, c'est-à-dire la condition qui a emmené le pays dans la crise. Sassou dépose le pouvoir et ça ouvre donc les conditions d'un véritable dialogue avec tous ces préalables qui vont construire. Et donc, toute cette bande des Congolais de Paris, il faut d'abord leur dire que si d'abord qu'ils parlent au nom de la diaspora ne se limite pas qu'à Paris ou en France. La diaspora, c'est l'ensemble de tous ces Congolais qui sont dispersés à travers le monde entier. Et donc, ce petit groupe n'a pas le monopole de conduire une délégation, aller voir le maître Sassou pour essayer de faire agénuer la diaspora. Donc, vous voyez, donc, on le dit encore, quand nous avons suivi tout à l'heure, M. Blaise Nzonza venait de passer sur vos antennes, il a dit qu'il y a eu 2 anciens conseillers de Sassou en France et une délégation venant de Brazzaville, donc ils ont travaillé pendant 4 jours. Vous voyez qu'il y a la patte de Sassou à l'intérieur. Donc vous voulez aller dialoguer pour dédouaner qui? Le peuple congolais ou une famille ou un homme? Vous voyez? Alors, je rappelle que nous avons chaque tour de table aura donc 2 minutes. Vous avez vu que j'ai un chrono ici, que je suis en train de monitorer en quelque sorte. Alors, Evra Nongo, est-ce que vous avez, comme tel, été consulté? Comment avez-vous appris cette idée de tractation de l'exercice d'un dialogue? Bon, ben, le dialogue, depuis longtemps, depuis fort longtemps, on a toujours prôné un dialogue. Parce qu'on savait très bien que le pays était mal géré et pour mettre un terme à tout ça, parce que nous, on faudrait que je le rappelle à ceux qui nous suivent. Moi, je n'ai jamais été pour ceux qui ont opté pour l'option de renverser le président Sassou par les armes. En tout cas, nous avons été dans cette option-là, parce que je sais que non, c'est une aberration, ça ne va jamais, ils ne vont jamais aboutir. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours été pour un dialogue pour décrisper la vie politique congolaise. Maintenant, comme tous les autres aussi, nous avons été contactés, tout ça. Voilà, nous avons discuté, mais il y a aussi des préalables. Nous avons posé des préalables. Et les dialogues, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour le peuple congolais, c'est pour décrisper la vie politique congolaise qui est pour lui. Voilà quoi. Donc, en ce qui me concerne, je pense que ben, la démarche, bon, c'est sur la forme que je n'ai pas apprécié, mais c'est le temps. Je trouve que c'est une bonne démarche, mais il faudrait que la forme soit bien, soit dans les bonnes conditions, les conditions pour que tous ensemble, on ne limite pas la diaspora, toute la diaspora, pour que, et y compris au pays, tous ensemble, que nous puissions aller au dialogue. Voilà. Alors, Aristide Mobébissi, je constate que vous avez fait des posts là-dessus et vous en êtes parmi donc les victimes. J'ai appris qu'il y a eu des menaces, même de plaintes contre vous à ce sujet. Est-ce que vous aussi, vous avez été contacté? Est-ce que les gens sont venus vers vous pour vous proposer de faire une couverture journalistique de ces consultations? Quand cette histoire a commencé il y a près de 2 mois à Paris, de tractation, parce que j'habite en Normandie avec M. Makomé. Quand le projet avait commencé, moi j'étais au courant. Je me dis clairement, si tu allais voir M. Sassou pour discuter, oui, mais à condition, j'avais posé des conditions. On a un grand frère, on a discuté avec lui, il m'a dit oui, bon petit, ça va se passer comme ceci, comme cela. Là, actuellement, je ne suis pas en France, je suis à Barcelone. Je lui ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Si c'est pour dialoguer, il n'y a pas de problème. Tu me dis, on ira avec qui? Mais cite les noms de personnes qu'on veut partir voir M. Sassou. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Vu que je suis un homme très prudent, comme je le dis toujours, Nalekisi m'a ramené dans scanner. J'ai appelé mes amis qui sont à la presse présidentielle. J'ai appelé mes amis qui étaient venus avec M. Sassou Denis à Paris. J'ai dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on m'avance ici, là? On m'a dit, non, c'est faux. C'est pas ce que Sassou Denis veut. Le FMI veut un vrai dialogue. Mais comme Sassou, il veut toujours contourner les gens, il a envoyé 2 ou 3 personnes, dont Pouillet, qui est venu en France avec l'ordre de mission signé par M. Mboulou, pour venir coopter quelques membres de la diaspora. Pouillet m'appelait. Moi, j'ai dit à Pouillet, je ne te connais pas. Nous ne sommes pas des amis. Ta traîtrise que tu faisais avec Bakala, va faire ça ailleurs, pas avec moi. Non, mais petit, je dis, je ne veux pas.
si je veux aller dialoguer, c'est à Sassou de m'envoyer une invitation, pas à toi. Tu es ni un officiel, ni tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu veux me proposer le poste de ministre. Tu vas me dire comment ça devenir ministre avant d'aller raconter des balivernes à n'importe qui. Donc, j'avais décliné l'invitation. Je prends le TGV sur Barcelone, j'arrive à Paris. J'arrive à Paris, je vais directement à la déclaration de l'opposition parce que j'étais convié par M. Mapingou, Koukebene, Ouabari et autres, les indignés. On fait la déclaration finie. Moi, j'appelle Makome. Il était 1h du matin. J'appelle Makome, je dis à Makome, je démarre. Je pars de Paris. J'ai 2 heures de route vers la Normandie. Makome me dit, petit, là, il est très, très tard. Donc, si tu veux, on se voit demain. J'ai dit, demain, j'ai une journée très chargée. Donc, il faut faire vite parce que votre temps est presque épuisé. Bon, d'accord. Donc, je dis, il faut faire vite. Le lendemain matin, il ne m'a pas rappelé. Samedi passé, dimanche passé, et je vois juste des images, ils étaient au Bristol. Donc, je laisse la parole à une autre personne et je pourrai développer par la suite. Il n'y a pas de problème, vous aurez le temps. Alors, donc, Marcel Boulingui, est-ce que, à écouter notre ami Aristide ici, doit-on dire que cette démarche du gouvernement n'est qu'une escroquerie? La question est posée à qui veut prendre la parole après Marcel Boulingui. Jean-Louis, je pense que pour ceux qui connaissent Sassou Nguesso, pour ceux qui ont travaillé avec Sassou Nguesso, ils savent que cet homme ressemble un peu à notre ancien président, le président ivoirien qu'on appelait le boulanger, celui-là qui roulait toujours ses adversaires dans la farine. Et Sassou Nguesso a la manière, il connaît comment le faire. Sassou Nguesso, lorsqu'il s'est toujours retrouvé devant des situations difficiles, il sait comment opposer les gens les uns contre les autres pour se tirer d'affaire. Et une fois de plus, encore le compte, il est poussé dans les retranchements par les institutions de Bretton Woods. Sassou Nguesso veut une porte de sortie. Et pour cela, étant donné qu'il est conscient que dialoguer avec les réels opposants, et ça va être difficile pour lui pour manager les gens, alors il veut créer une fois de plus un pseudo-dialogue où on va prendre des affamés, des gens qui ont du mal à vivre en exil, ça et là, les mettre ensemble pour les présenter à ces institutions-là comme étant les opposants, et par la suite, essayer de recevoir peut-être du FMI une petite bouffée d'oxygène pour continuer à asseoir son pouvoir. Le dialogue doit se passer, oui, mais le dialogue doit être défini par tous les acteurs politiques, aussi bien ceux qui sont en prison et que ceux qui sont en liberté, que tous les Congolais puissent participer afin de donner un sens réel au dialogue. Sinon, une fois de plus, ça sera le dialogue des veaux ou la concentration des veaux, Sibiti et tout ce qu'on a connu. Une véritable super chérie. Voilà, voilà. Allez-y. Vous me le permettez. Allez-y. Voilà pourquoi nous l'avons dit. Hein, nous connaissons l'homme. Je suis un peu très attristé de voir le langage tenu par mon frère Evrard Nango qui dit que lui n'a jamais été de déboulonner Sassou militairement. Mais pourquoi? Sassou, lui, il a pris le pouvoir par les armes. Et avec la crise qu'il a imposée au Congo, le génocide qu'il a imposé au Congo. Mais M. Evrard Nango ne peut pas venir sur cette antenne pour dire qu'il est pour un homme de paix avec un homme qui utilise la violence au Congo. Ah, écoutez, M. Evrard Nango. Evrard, tu as un problème de micro qui t'embête, là, Evrard. Je ne comprends rien. On le dit. Alors, Lewis, il faut que on ne doit pas parler à la fois. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a parfois du rythme dans ces émissions, vous comprenez. Alors, Evrard pourra répondre. Bernard avait parlé, si tu donnes la parole, c'est le deuxième tour. Tu as donné la parole. Monsieur Bernard avait déjà parlé. C'est lui qui a engagé, c'est lui qui a commencé. Non, j'ai demandé à Bernard de réagir et Evrard pourra reprendre la parole. C'est ce qui est lancé. Et nous ferons un autre tour. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Attends, mais je ne me suis pas encore exprimé. Non, je sais, j'ai une liste ici. Vous n'avez pas, je sais que Anthony n'a pas encore réagi sur le sujet. Et que Evrard pourra répondre. Là, hein? Bon, terminez, allez-y rapidement. Bon, voilà, donc quand nous voyons notre frère Evrard Nango venir nous dire que lui n'est pas pour aller déboulonner Sassou militairement, Sassou qui est venu au pouvoir par les armes, qui a mis la répression au Congo, la Banque de Congo, qui ne reconnaît pas. Alors vous voyez que vous ne pouvez pas tenir des conditions de dialogue avec un homme pareil, qui a une seule vision, la conservation du pouvoir. Deux seules conditions, on peut le dire, qui peut emmener les Congolais à une véritable
dialogue sérieux ou en une lueur de dialogue. On le dit. Bon, je me reconnais. Voilà, Bernard Pongui, est-ce qu'on peut donner la parole à Evra Nango qui devra répondre à votre remarque. Alors, votre mise au point, Evra, rapidement, en quelques 60 secondes. Oui, je dirais que non. M. Bernard Pongui et tous les autres, vous prenez le recours au pouvoir par les armes, vous êtes tous des menteurs. Parce qu'aucun de vous ne prend à défi en toute la diaspora, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ici en Europe et en Afrique. Aucun dans la diaspora n'est capable aujourd'hui, militairement, de défaire sa troupe. Mais qui vous le dit? Bon, Bernard, je voudrais faire une mise au point à ce sujet. Ceux qui disent que non. Laissez-le terminer. Oui, ceux qui disent qu'ils ont la capacité militaire de renverser sa troupe. Mais vous attendez quoi? Moi, je l'ai dit. Hier, j'ai fait une vidéo, je l'ai dit. Moi, je connais là où on vend les armes. Nous connaissons les marchands d'armes. Si vous voulez, moi, je peux vous conduire en Israël. Je peux vous conduire en Afrique du Sud, en Russie, en Ukraine et partout. Vous êtes tous des menteurs. Aucun n'a la capacité de renverser sa troupe militairement. Moi, je suis un démocrate. Je suis un responsable politique. Et en politique, en démocratie, ce n'est pas le pouvoir par les armes, mais le pouvoir, on le prend légalement par les urnes. Voilà, je voudrais faire une mise au point. Je vous rappelle d'abord que nous sommes à une tribune de la radio, et le thème de cette tribune, c'est réfléchir sur les conditions d'un dialogue politique au Congo-Brazzaville. C'est celui-là le thème de l'émission. Nous n'avons pas à réfléchir sur les possibilités d'un renversement violent du gouvernement de Brazzaville. Ce n'est pas le problème qui est posé aujourd'hui. Et je m'en vais donc donner la parole à M. Anthony. Je ne vois pas Albert sur le plateau. Je vous signale, quand je ne vous vois pas, je constate que vous n'êtes donc plus avec nous et vous n'aurez pas la parole. Vous allez perdre votre tour. Alors, M. Anthony, pourquoi le pouvoir redoute-t-il de discuter directement avec l'opposition que parfois on qualifie de radicale, notamment celle de la diaspora? Qu'est-ce que le pouvoir redoute? Alors, Lewis, est-ce que vous m'entendez? Allez-y, vous n'avez pas besoin de nous poser la question puisque apparemment, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, moi, comme je l'ai dit, je n'appartiens plus à moi-même. Je suis porte-parole d'un mouvement, donc le mouvement républicain pour la libération du Congo. Et je demanderai d'abord davantage qu'il y ait de la hauteur dans ce débat. Sinon, je vais m'éclipser et puis je ne serai plus là. Alors, je pense que M. Sassou Nguesso, que je n'ai jamais appelé président de la République, a bel et bien, ou est bel et bien illégal, ou illégitime, mais il s'est donné la possibilité d'avoir celui qu'il appelle un ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Quel est le rôle de ce monsieur alors? Puisque nous ne sommes pas dans la diaspora un conglomérat d'anarchistes. Nous sommes des associations créées et reconnues dans les pays respectifs où sont logés ou qui ont accueilli des Congolais. Je fais allusion à l'Europe, à l'Amérique du Nord, à l'Afrique même. Il y en a au Maroc, il y en a en Afrique du Sud, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a partout des Congolais, mais qui sont enregistrés comme association au sein des ministères des Affaires, non, au sein des ministères de l'Intérieur de chaque pays. Mais Sassou Nguesso, qui s'est donné la possibilité d'avoir un ministre des Affaires étrangères, et enfin, c'est lui qui donne l'intitulé ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger. Mais ce ministre-là n'aura pas du mal à venir en France, à aller sur le site du ministère français, du ministère de l'Intérieur français, où sont situées, où sont logées toutes les associations reconnues. Il tape, il verra toutes les associations congolaises.
Voilà. Il va au Canada, il fera pareil. Il va aux États-Unis, il fera pareil. Je ne sais. Alors, ce ministre de Sassou, qui est le ministre des Affaires étrangères, chargé des Congolais de l'étranger, n'a qu'à venir, s'il s'agit de la France, au ministère de l'Intérieur de la France, dire, bon voilà, moi je vais parler aux associations congolaises. Donc, il aura toute la liste des associations, leur adresse mail, leur siège social. Il convoque toutes ces associations. En ce qui concerne la France, eh bien, avec les médias et toute la diaspora, puisque on ne peut pas parler de la diaspora congolaise, il y a la diaspora molle qui ne calcule pas ce qui se passe au Congo, pourvu qu'il soit bien en France. Il y a la diaspora qui supporte la dictature, mais la diaspora militante, en tout cas, elle est enregistrée. Voilà, je vous comprends donc. Nous serons là pour dire à Sassou Nguesso ou à son envoyé ou à son ministre ce que nous voulons, ce que nous pensons en ce qui concerne le dialogue. C'est tout. Voilà. On va lui dire, vous voulez un dialogue? Oui, voilà les conditions. Voilà, vous avez donc évoqué des problèmes de procédure, mais je voulais prendre une question des auditeurs en tour de table. Vous allez répondre à ça. Il y a un auditeur, bon, je ne lirai pas le nom, qui croit que Sassou veut d'un dialogue pour effacer ses crimes. Alors, qu'en dites-vous, Évrard Nango? Non, je ne pense pas que non, Sassou il va chercher à effacer ses crimes. Il y a une évidence, les choses sont là, le pays connaît, le pays en banqueroute, il y a une crise financière, il y a une crise économique, il y a une crise sociale, et ça ne pourra pas s'effacer comme ça. Ce que nous voulons, c'est que l'argent qui a été planté dans les paradis fiscaux soit rapatrié et tous les auteurs de crimes économiques ou des crimes de sang, tout ça, doivent être punis. Voilà, la justice doit être faite, tôt ou tard. Vous avez vu ce qui s'est passé en Cambodge, au Vietnam, avec le génocide des Khmers, les Khmers rouges. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui que c'est reconnu. Donc, il y aura toujours justice. Tôt ou tard, la justice sera toujours faite. Sassou, ils ont géré, ils ont des comptes à rendre aux Congolais. Voilà. Ils auront toujours des comptes à rendre aux Congolais. Quel peut en perdre le temps? Aristide Mobébissi, vous pensez que le gouvernement ne poursuit que la protection de ses acquis, de ceux qu'ils ont, notamment, et de se prémunir d'une arrestation de la CPI, ne vise-t-il que ça, en vous proposant le dialogue? Bien sûr que si le dialogue que Sassou veut proposer aujourd'hui, c'est pour sauver son pouvoir. Voilà, quelques-uns qui vont aller au Congo, bon, on va leur donner des petits postes de sous-préfet, de maire à gauche, à droite, et puis c'est tout. Nous voulons un vrai dialogue qui va se tenir en dehors du Congo. Moi, j'avais proposé la Suisse ou la Norvège, comme les Ivoiriens l'ont fait dans le passé, et Marcoussi. Voilà un dialogue que nous voulons, mais pas un dialogue avec, je ne sais pas, Rodrigue Louemba, le neveu de Madame Sassou, avec 2-3 petits branleurs à côté. Oui, on y va parce que voilà. Non. Ces histoires-là, il y a des gens qui ont perdu des parents, il y a des gens qui ont laissé leur vie, il y a des gens qu'on a sabotés, il y a des gens qui ne peuvent plus mettre pied au Congo. Donc, on ne doit pas rigoler avec. Si Sassou veut dialoguer, qu'il le dise clairement. Et on doit dialoguer en dehors du Congo, pas au Congo-Brazzaville. On connaît ce monsieur. Il va vous dire, bon, la diaspora, vous êtes logé à Olympique Palace, il va empoisonner les draps, il va mettre, je ne sais pas, du cyanure dans la climatisation, et puis, afin que vous mourrez dans 5 ans plus tard. Non. En dehors du Congo, dans un pays neutre. Voilà, quelle est votre réaction, Bernard Pongui? Bon, écoutez, ça me fait un peu rigoler ce qu'Aristide venait de dire, mais vous connaissez l'homme. Sassou n'est pas quelqu'un à faire rappeler aux gens. Il veut quoi? Sauvegarder le pouvoir, protéger tout le bien qu'il a volé au peuple congolais, se couvrir de ses crimes. Il n'y a pas que Sassou, il y a tout ce système d'Afrique qui soutient Sassou. D'ailleurs, ce soutien qui a essayé de convaincre un certain nombre de compatriotes comme Marc Mapingou ou Alain Mabankou pour qu'ils aient rencontré Sassou quand il était à Paris. Vous voyez? Et donc, on le dit, ce n'est pas Sassou de nous présenter le cahier de charge. Le vent tourne à notre faveur. Nous travaillons avec des associations internationales qui sont contraintes, pour le moment, d'essayer d'endurcir pour essayer d'aider Sassou. Nous devons donc profiter de ça, c'est-à-dire que utilisant
les institutions internationales aujourd'hui qui bloquent le prêt avec le Congo à notre faveur. Donc, travaillons dans ce sens-là pour ramener Sassou, pour lui imposer ce que nous voulons en tant que peuple congolais. Et ce n'est pas Sassou de nous dicter ce que nous devons faire. Alors, je ne vois pas Albert Lombo sur le plateau. Est-il parti? Albert Lombo, est-ce que vous êtes toujours là? Albert? Albert, je crois qu'il est parti. Alors, j'espère qu'il va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, Marcel Boulingui, voyez-vous dans ce que le gouvernement est en train de faire une espèce de mise en scène pour justement se prémunir éventuellement des problèmes de la CPI et autres et d'accélérer les négociations avec le FMI? Ou il y a au-delà une certaine volonté de négocier sur laquelle l'opposition devait sauter justement pour faire basculer la balance? Gilles Lewis, je ne le dirai jamais assez, je l'ai dit et je le dis toujours, lorsque nous avions la chance de discuter sur l'opposition, les relations ou les rapports entre l'opposition et le pouvoir de Brazzaville, j'ai toujours dit que je ne comprends pas comment l'opposition congolaise ou ce qui existe, qui s'appelle l'opposition, a toujours été là pour supporter, pour subir, en fin de compte, la volonté du pouvoir de Brazzaville. L'opposition n'a jamais été capable d'imposer sa vision des choses, mais tout est toujours piloté, dirigé par Brazzaville. Lorsque Brazzaville est en train d'éternuer, c'est l'opposition congolaise en exil qui doit tousser, alors que l'opposition doit être là pour essayer d'équilibrer les rapports de force. Sassou Nguesso aujourd'hui est semblable à un lion blessé. Sassou Nguesso aujourd'hui sait qu'il ne peut rien sans un dialogue. Alors, normalement, l'opposition doit essayer, comme disait Pongui tout à l'heure, d'utiliser la situation actuelle dans laquelle se trouve le pouvoir de Brazzaville pour essayer d'imposer sa vision. Mais nous ne devons pas toujours être des spectateurs en tant qu'opposition. L'opposition doit essayer de faire entendre sa voix. L'opposition doit essayer de mettre sur la table des idées et pousser le pouvoir à accepter sa vision. Toutes les fois, malheureusement, c'est Brazzaville qui joue tous, Brazzaville qui pose, en fin de compte, un cahier de charges, alors que l'opposition devait être là pour imposer sa vision. Et ça, malheureusement, ça fait très mal. Ça fait très mal, et si les gens ne prennent pas conscience, jusqu'à la fin, nous serons des éternels spectateurs au lieu d'être des acteurs qui doivent pleinement jouer leur rôle à part entière. Mais voilà, monsieur Boulingui, si monsieur Lewis me le permet, hein, en complément de votre argument, mais de quelle opposition au Congo vous parlez? L'opposition des privilèges, l'opposition qui vit des privilèges de Sassou Nguesso? Parce qu'il faut le dire que tous ces gens de l'opposition, que les grosses calibres que vous appelez les gens de l'opposition, ils vivent des perdièmes que Sassou leur donne, ils sont nourris par Sassou, ils sont soignés par Sassou, ils ont des enfants qui vivent. Baudry, je te donne la parole tout de suite, Baudry. Qui bénéficient des bourses. Bon, moi, je voulais fumer une cigarette parce que je te voyais divaguer, parce que le débat va dans tous les sens. Non, il va dans le sens même souhaité. Vous savez, Baudry et Evra Nango sont des hommes politiques. Alors, vous avez là une remarque de Marcel Boulingui qui est un journaliste et qui croit qu'effectivement, dans quelle mesure, voilà la question est la suivante, puisque nous allons aborder la question de la feuille de route de l'opposition. Dans quelle mesure une opposition si désorganisée et à la limite corrompue, comme le croit Bernard Pongui, peut être en mesure d'élaborer une feuille de route collective et bien ciblée, Monsieur Anthony. Et après, ce sera le tour d'Evra. Vous êtes des hommes politiques. Est-ce que vous croyez que dans tout ce désordre-là, vous êtes en mesure d'asseoir une feuille de route qui satisfasse l'opinion? Alors, j'ai l'impression que lorsque je parle, il n'y a pas un zoom sur moi. Mais bon, si vous voyez qu'il n'y a pas de zoom à votre niveau, c'est que votre connexion est faible. Chaque fois qu'elle s'affaiblit, je suis obligé de vous ramener à la version galerie, comme on l'appelle. Donc, je regarde et j'observe comment se comporte votre ligne. Mais est-ce que vous m'écoutez quand même? Allez-y. Alors, la question est complexe. La question que vous venez de poser est complexe. Vous me parlez de l'opposition et saupoudrée d'une démocratie. C'est quoi une opposition dans la démocratie? Mais l'opposition dans la démocratie n'est pas une opposition
de personnes, mais c'est une opposition idéologique. A-t-on des partis politiques idéologiques au Congo? Non. Vous parlez de l'opposition. Les gens qui ont travaillé avec Lissouba, qui travaillent avec Sassou, qui travaillent avec Intel, qui reviennent, qui se disent opposants, qui se disent ceci. Mais vous ne voyez pas que ça ne va pas. Mais vous vivez en Occident quand même. Il n'y a pas d'opposition au Congo. Point barre. Une opposition contre la dictature. Le Congo aujourd'hui est une dictature. Une opposition contre la dictature, c'est une résistance. La résistance impose à la dictature d'arrêter le comportement qui consiste à tuer, à piller et à violer les droits de l'homme. C'est ça l'opposition. Je vais donner un exemple du Togo. Regardez au Togo. Le Togo dit, nous n'avons pas de démocratie. Tous les opposants sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas de démocratie. Il faut instaurer la démocratie. Mais au Congo, vous avez des regroupements ethniques. Je rappelle que le Nuyo qui quoi est un regroupement ethnique. Je vous comprends, mais Baudry, parlons des limites de l'opposition militante en France. Cette question. Voilà. Bon, cette opposition est-elle une opposition organisée, unie? Nous avons là-dedans la corruption, de l'argent qui circule, des groupes qui se forment. La preuve, M. Makome a initié une démarche, tout le monde croit que ce n'est pas la bonne. Alors, on parle de la France ou on parle du Congo? Est-ce qu'elle est possible, cette feuille de route, quand nous savons vous ne vous entendez pas, Evra Nango? Monsieur Jean-Louis, je suis avec Evra Nango. Oui, permettez que l'on... Evra Nango, s'il vous plaît, non. Permettez que l'on rebondisse. Jean-Louis, permettez que Evra Nango. Laissez-lui continuer. Allez-y, Evra. Nous avons la discipline de débat, s'il vous plaît. Evra Nango. Bon, je dirais, voilà, en démocratie ou bien en politique, si on veut imposer les choses aux adversaires, il faut créer un rapport de force. Il faut être en mesure de créer un rapport de force pour pouvoir s'imposer vis-à-vis de son adversaire. Or, c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Disons les choses clairement, que ce soit l'opposition, que ce soit la diaspora, pour le moment, sur le terrain, parce que moi, je parle en conséquence de cause, j'étais au Congo, j'ai vu, je connais ce qui se passe. Aujourd'hui, que ce soit la diaspora, que ce soit l'opposition classique, nous avons du mal à imposer le rapport de force sur le terrain. C'est ce qui fait que là, aujourd'hui, pour pouvoir avoir des préalables avec le Sassou Nguesso, mais c'est difficile. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais nous devons avoir une feuille de route, discuter aussi sur le contenu. Mais sur le contenu, il faudrait que ce soit un consensus. Il n'y a qu'un consensus avec le pouvoir qui nous donnera vraiment, voilà, l'ordre du jour que nous pourrons tous ensemble débattre pendant le dialogue. S'il n'y a pas ça, je pense que non, nous taperons à côté. Voilà. Voilà, Martial, maintenant, vous pouvez prendre la parole. Moi, je me permets de dire ceci. Véritable cacophonie, aussi bien au niveau de la diaspora, il y a des formations ou des institutions qui pensent être dans un état de sainteté, alors que même dans ces mouvements, ces regroupements qui se posent en France, il y a des attitudes de comportement de dictature, ou dans ces mêmes mouvements-là, on n'arrive pas à créer l'unité. Mais l'on juge seulement l'opposition qui se trouve. Quand on parle de diaspora, que l'on parle de l'opposition, mais on parle de la même chose. La diaspora s'oppose au pouvoir de Brazzaville. On parle d'opposition lorsque une entité ou une formation politique n'adhère pas ou n'a pas la même vision que ceux-là qui sont au pouvoir. On parle d'opposition. Que vous soyez de la diaspora, que vous soyez du Congo, vous êtes tous de l'opposition. Maintenant, le vrai problème aujourd'hui, que ce soit les opposants au niveau de la diaspora, comme vous l'aviez dit, il y a des corrompus, il y a de l'argent qui circule, il y a des gens qui sont dans telle institution, dans tel autre machin, mais qui n'arrivent pas à se mettre en place, qui n'arrivent pas à parler le même langage. Mais aujourd'hui, le plus important pour le Congo, le plus important pour les politiques congolais ou ceux qui se veulent être des politiciens demain, qu'ils puissent essayer de créer l'unité, qu'ils puissent essayer d'avoir une même vision,
Laquelle vision? La vision pour le Congo. Laquelle vision? Sortir du Congo de la situation là où il se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas en allant discuter dans des petits groupuscules, dans des hôtels à gauche, à droite, qu'on va enlever l'homme de Pilat, mais en étant fort, unis, en présentant une vision qui peut marcher pour le Congo, qu'on va sortir le Congo. Alors, qu'on arrête de nous distraire avec des pseudo-néo-mouvements qui pensent avoir pignon sur rue à gauche ou à droite, qui viendront comme par coup de bâton magique sauver le Congo. On a besoin de tous les enfants du Congo, que ce soit ceux de l'intérieur, ceux de l'extérieur. On a besoin de tous ces enfants-là qui se mettent ensemble, produisent quelque chose de constructif pour que le Congo de demain puisse être le réel bénéficiaire. C'est de ça dont on a besoin. Voilà, pour ainsi dire, voilà, le noyau dur, en ce que je sache, le noyau dur de l'opposition actuelle, c'est la diaspora militante de l'Occident, bien sûr, de la France. Alors, monsieur Aristide, je sens que vous êtes plus ou moins fatigué dans ce fauteuil. Aristide, est-ce que vous m'écoutez? Voilà. Quelle lecture journalistique faites-vous de tout ce désordre que nous voyons, des mouvements qui vont dans tous les sens? Vous avez une initiative de M. Makome. Dans le même temps, ceux qui sont en train de critiquer et crient aux voleurs ne s'organisent pas. Donc, pourquoi reprocher à ceux-là d'avoir initié une initiative si déjà, à votre niveau, vous n'avez jamais pu obtenir quelque chose depuis tout ce temps? Quelle est la lecture actuelle quelles sont les cartes actuelles au niveau de la France? Aristide Mobébissi. Bon, mais ce n'était pas une initiative de M. Makome. M. Makome a sauté avant. Il a bondi sur l'occasion, il a écouté quelques bruits de couloir et il a sauté sur l'occasion. Avec, bon, comme d'habitude, hein, Sassou, vous savez comment est-ce qu'il agit. Ah, ben tiens, il y a qui là-bas? Ah, Makome, je l'avais écrasé dans le passé. Ben écoute, je le prends. Si je lui présente, j'ai remis quelques billets, il va venir en courant et puis on va me ramener quelques mecs. Lui, il croyait que, c'est ce que j'ai dit à un d'entre eux, mais je ne suis pas un mouton que tu me prends ou tu me ramènes à l'abattoir. Je ne dis rien. Ou je ne suis pas un enfant que tu donnes un bonbon. Allez, tiens, on va là-bas, on y va. Non. Non. Aujourd'hui, le problème de Sassou, c'est plus ces vieux-là. Le problème de Sassou, c'est nous. Et il le sait très bien. Nous, il ne nous connaît pas. Il ne nous connaît pas. Mais tous ces vieux-là, il les connaît. Parce qu'il les a tous écrasés dans le passé. Donc, Sassou ne nous connaît pas. Le problème de Sassou aujourd'hui, c'est nous. Ce n'est pas eux. Donc, la seule chose qu'on peut faire, ce que moi je souhaiterais, ce que je demanderais, que Sassou, ou que ce soit Sassou ou la communauté internationale, demande ce dialogue-là clairement. Et ce n'est pas à Sassou de donner le tempo, c'est à nous. Il est en position de faiblesse aujourd'hui. 14, je sais pas, 20 mois de pension impayée, les militaires sont mal payés, on paye une partie de la population, on ne paye pas dans les régions, voilà, voilà. Donc, il est en position de faiblesse aujourd'hui. Il est rentré à Brazzaville. Il n'a reçu personne. Vous imaginez à l'époque, on s'en souvenait ici, mais il y avait un balai de ministres. Il n'y a que Rachida Dati qui était allé le voir. Même Dominique de Villepin a décliné. Il a dit non, 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 je ne suis pas à Paris, je suis en province. Il a appelé Yves Jégo, président de l'amitié France-Congo. Ah non, je ne suis pas là, je ne veux plus avoir de problème. On va venir mettre des affiches dans ma mairie. Personne ne veut de lui. Il n'y a que Rachida Dati qui est allé le voir, d'après certaines sources, contre moyennant quelque chose. Donc, nous, ce que nous demandons aujourd'hui, que la communauté internationale puisse nous aider afin qu'on puisse organiser ce dialogue en dehors du Congo. Voilà tout ce que nous demandons, mais ce n'est pas, vous prenez quelqu'un, vous envoyez, je ne sais pas, Rodrigue Luembe, avec, je ne sais pas, 2 membres du PCT, et Mpouilé, bon, va là-bas en France, constitue la liste, et puis ils vont venir au dialogue. Non. Ce genre de dialogue, on a déjà assisté à celui de Vaux, de Dolizy, je ne sais pas, de Makabana, on connaît le résultat, c'est toujours le même résultat. Nous voulons un vrai dialogue comme à l'Ivoirienne, à Marcoussis. Voilà ce que ma lecture. Voilà, Bernard Pongui. Est-ce que Bernard Pongui est là? Je vois qu'il est sur l'écran, mais je ne le vois pas. Oui, je suis là, Jean-Louis. Ah, ok. Voilà, Bernard Pongui. Nous allons donc aborder notre descente, donc conclure. Quelle est d'abord, avant de conclure, Bernard Pongui, pour vous, la question que je viens de poser à Aristide? Vous avez là plusieurs forces, donc des forces éparpillées, celle de l'opposition militante ou de la diaspora militante. Vous avez le groupe de M. Makome, l'ambassadeur Makome, qui a déjà, je l'ai appris ce matin, élaboré une feuille de route qui se trouve sur la table de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, quel conseil avez-vous pour ces politiques congolais là-bas en France? Comment devraient-ils s'y prendre pour essayer de se rapprocher peut-être de ceux qui ont déjà commencé cette démarche? Que proposez-vous finalement? Quelles sont pour vous les conditions de l'esquisse d'un vrai dialogue entre les Congolais? Bon, mais M. Jean-Louis, vous le savez, et vos auditeurs aussi le savent, que
Sassou fonctionne sur la division et pour qu'il puisse installer son pouvoir. Donc, comment il divise? C'est en jetant des billets de gauche à droite. Et les Congolais les plus faibles, la plupart du temps, c'est ceux-là qui n'ont pas une situation financière stable, hein, qui se lancent dans ce chemin. Et nombreux en Europe sont dans cette situation où ils n'ont pas d'emploi, donc ils faiblissent très facilement devant des petits billets de banque que ça sujette de gauche à droite afin de le ramener simplement à la mangeoire. Mais on le dit, nous ne sommes pas obligés d'être unis, c'est-à-dire adhérer à un seul leader. Mais ce que nous remarquons, quand même qu'il y a plusieurs groupes au sein de la diaspora, mais nous savons quelque chose de commun qui nous lie, c'est le Congo. Quelque chose de commun qui nous lie, c'est l'instauration de la démocratie au Congo. Quelque chose de commun qui nous lie, c'est le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. Au moins sur ce point, tout le monde est d'accord. Que vous soyez du groupe A, du groupe B, du groupe Z, nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, l'initiative emmenée par Makomé, il l'a emmenée pas en tant que diaspora, il faut le dire qu'il l'a emmené en tant qu'un petit groupe d'individus qui sont donc manipulés par les gens de Sassou. Parce que quand vous essayez de regarder l'initiative de Makomé et le groupe de Makomé, il y a Sassou qui est là-dedans. Des anciens conseillers de Sassou sont là-dedans, des gens que Sassou a dépêchés de Brazzaville qui sont là-dedans. Donc, vous êtes déjà là dans la farine du boulanger. Vous voyez? La diaspora consciente l'a dit. Des gens comme Alem Abankou l'a dit, pas question. Le départ de Sassou et le Congolais s'assoient avec l'aide de la communauté internationale. Mais il faut le dire, M. Louis, mais nous sommes déjà aidés par la communauté internationale. Quand le Fonds monétaire international exige plusieurs conditions pour venir donner le bouffée d'oxygène au Congo, mais ça joue à notre faveur, là. Donc, utilisons donc cette possibilité que le Fonds monétaire international a mis en place, que tous les grands hommes, les grands, que ce soit le club de Paris, le club de Londres, le club de New York, tous sont de notre côté. Vous voyez, chers amis, chers compatriotes. Donc, travaillons dans le concept qui est la diaspora aujourd'hui, nous le savons. La diaspora demande un véritable Mbongi, on le dit, mais pas piloté par Sassou, piloté par cette diaspora. Et ces groupes donc, au sein de cette diaspora sont connus. Donc, le cahier de charge de ce dialogue, nous le savons, les propositions sont là. Nous avons un bruit de fond. En tout cas, ça ne vient pas d'ici. J'ai remarqué que toutefois que j'ai la parole, il y a des perturbations qui se font. Ça, c'est pas bien. Voilà. Continuez, je vais. Allez-y. Voilà, donc on le dit, les conditions du dialogue, on le dit, nous sommes déjà aidés par la communauté internationale. Le retard du Fonds monétaire international et tout ce système qui nous a permis de mettre dans la gestion pécuniaire du pouvoir, ça demande en réalité que le Sassou et son groupe sont dans une situation difficile. Et donc, ces groupes-là qui sont au sein de cette diaspora-là, les leaders sont connus et travaillons avec nous. Nous devons tous travailler ensemble pour forcer donc les Nations Unies. Il y a le siège des Nations Unies qui est là. Et les Congolais peuvent se réunir, ou même le National Endowment for Democracy, le NED, comme déjà nous avons déjà mené plusieurs missions là-dessus. Les Congolais vont s'asseoir, préparer le grand cahier de charge que nous allons encore renforcer au niveau des Nations Unies. Mais non, si voilà. Sassou ne vient pas à cette table ronde, ben, l'option militaire est éventuellement à ne pas écarter. Parce qu'il faut nous faisons face à un homme, qui commet des crimes, qui commet de l'impunité et qui pense qu'il est le roi et qui pense que nos cerveaux n'ont pas l'intelligence, que Sassou est plus intelligent que nous. Donc vous voyez que Bernard Pongui, votre temps est épuisé, Bernard Pongui. Bon, voilà. Donc, on le dit, ce n'est pas Sassou d'imposer. Voilà. De cette diaspora, il faut le dire que cette diaspora, on compte beaucoup sur cette diaspora par ceux qui sont au Congo. Donc, cette diaspora intelligente. Evra Nango. Dans ce sens-là. Voilà, Evra Nango, dans quelle mesure un vrai dialogue politique est possible au Congo-Brazzaville? Quelles sont les conditions pour vous, les préalables, qui permettent de tenir un dialogue politique sincère entre le gouvernement actuel et l'opposition? Ben, nous l'avons dit, donc nous, on reste constant dans nos idées. On l'a dit, pour qu'il y ait un dialogue, il faut d'abord qu'il y ait la libération de tous les prisonniers politiques. Et les prisonniers politiques et les prisonniers aussi d'opinion aussi. Tant qu'il n'y aura pas la libération de tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, il n'y aura pas un dialogue sincère. Parce que c'est un dialogue
intercongolais. Nous devons le souligner, c'est un dialogue intercongolais inclusif. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait des exclusions. Tous les Congolais, toutes les couches de la population aussi. Parce que, bon, pour la gouverne de tous aussi, il y a des pistes aussi qui travaillent aussi avec une partie des évêques aussi, les évêques du Congo, et avec le Vatican aussi, et qui sont aussi dans cette démarche pour initier aussi un dialogue aussi au Congo. Donc, les pistes, il y en a beaucoup. Voilà, donc il y a des gens qui travaillent, et donc on ne doit pas écarter tout ça. Et tout ça, c'est cette symbiose-là. C'est cette symbiose-là qui fera que nous puissions avoir un vrai dialogue, parce que nous voulons d'un vrai dialogue. Et les conclusions issues de ce dialogue-là, que ce soit appliquées pour décrisper un peu la vie politique congolaise, pour que les Congolais, que nous puissions tous ensemble faire face à la crise et faire avancer notre pays. Aristide l'a dit, le problème de Sassou, ce n'est pas la génération de Makomé et ainsi de suite, c'est notre génération. C'est nous qui avons initié un peu voilà, ce combat, c'est nous qui avons amené un peu ce combat-là, là où le combat il est aujourd'hui, voilà, au sein de la diaspora. Il ne faudrait pas que qu'on se le cache. Beaucoup aujourd'hui, ils étaient là, ils étaient sous la muselière, mais nous avons pris ce risque, ce courage à visage découvert de dénoncer le pouvoir de Sassou. En ce moment-là, Parfait Kohéla a été ministre de Sassou, André Okomi Salisson a été ministre de Sassou, Jean-Marie Michel a été conseiller de Sassou. Mais nous, en ce moment-là, on s'est levé à visage découvert pour dénoncer ces gens-là, pour dénoncer ce pouvoir-là. Donc, il faudrait que non, à un moment donné, qu'on répète, qu'on le sache que oui, à tout seigneur, tout honneur. Mais bon, nous, on ne veut pas encore de cet honneur-là. Notre problème aujourd'hui, c'est que les choses changent profondément dans notre Congo. Voilà. Donc, nous sommes donc en train de conclure cette émission avec les conditions d'un dialogue politique. Vous avez, Anthony, donc la parole est à Richard Baudry. Anthony, avez-vous, Richard, en tant que parti politique, en tant que groupement politique, des moyens de pression qui vous permettent non seulement d'avoir un dialogue sincère avec le pouvoir, mais aussi de l'accélérer? Qu'est-ce que vous avez comme élément de chantage et qui vous permettent d'obtenir ce dialogue sous peu? Alors, Lewis, si Dieu pouvait ouvrir les yeux des Congolais pour voir le travail qui s'abat ou qui se fait par la diaspora, nous serions aujourd'hui des héros. Je ne parle pas seulement de mes réalités, mais il y a des Congolais qui travaillent. Vous pensez que c'est par hasard que le FMI est floué par Sassou en disant que la dette du Congo est de 77%, c'est rattrapé. Il y a un travail qui se fait, les gens travaillent. Vous savez que nombreux d'entre nous ont perdu leurs femmes parce qu'ils ne s'occupent plus de leurs femmes. Du point de vue, même s'ils payent leur loyer ou ils ont déjà acheté une maison, mais du point de vue affectif, et les enfants et les femmes ne se sentent plus aimés par leur père ou parce qu'on a tout donné pour le Congo. Tu t'imagines qu'on a des réunions? Allez-y droit au but, Anthony. Quels sont les moyens de pression que vous avez et qui vous permettent justement de faire accélérer le processus? Alors, concrètement. Alors, là, on vient me poser les questions sur les moyens de pression sans que je donne les conditions quand même du dialogue. Oui, mais pour obtenir cela... donc alors que les autres s'en est expliqué largement. C'est la logique du débat. Le débat, il est logique. Moi, je pense que la première des choses, pour un monsieur non culotté, avant de venir demander le dialogue à la diaspora, il aurait pu libérer tous les prisonniers politiques comme l'a fait Ouattara. Tout. Il les libère et puis il arrive ici avec son ministre qu'il a nommé chargé des colonies de l'étranger qui aurait dû repérer toutes les associations et les convoquer officiellement. Et là, nous serions venus lui dire avec les médias
toutes les associations, même les individualités, pour dire à Sassou Nguesso, monsieur, ça fait 40 ans que tu es au pouvoir, toi-même tu vois que ça ne marche pas, et donc, comme tu as libéré les prisonniers politiques, nous voulons que toi, ton gouvernement, tes députés, tes maires que tu as nommés, tes sous-préfets, tes préfets, que vous veniez ici en France avec les libérés, donc tous ceux qui ont été arrêtés, qui étaient des prisonniers politiques, que tu as libérés, qui viennent ici, et la diaspora. Et quand je parle de la diaspora, il s'agit de toute la diaspora congolaise, y compris celle qui est en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis et partout. Et là, nous allons te dire ce que nous pensons. C'est ce que j'appelle dialogue. Nous allons dire quoi, Sassou? Ça fait 40 ans que tu es là. De toi-même, tu ne vois pas que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si ça marchait, tu n'aurais pas eu recours à nous. Ça ne marche pas. Tu as quel âge? J'ai tel âge. Alors, monsieur, il faut que tu te mettes à l'écart. Voilà ce que nous voulons faire au Congo. Voilà, merci donc. Voilà le dialogue qu'il faut. Voilà, merci donc, Baudry. Je vais donc, nous terminons notre émission dans quelques 3-4 minutes. Marcel Boulingui, est-ce que vous pouvez évaluer finalement les chances de cette opposition? Est-ce que nous aurons finalement ce dialogue au-delà des préalables qu'on nous donne? Mais ont-ils les moyens politiques, idéologiques, j'allais dire, ou les formes de pression qui leur permettent justement de faire aboutir ces revendications? Marcel Boulingui, est-ce que vous pouvez évaluer cette opposition? Bon, pour moi, d'abord, l'opposition, elle existe réellement. L'opposition, elle a les moyens de faire fléchir, les moyens, que ce soit politique ou idéologique, pour faire fléchir le pouvoir de Brazzaville. Mais seulement, il y a un problème d'ego, il y a un problème de tel bord politique ou de telle opposition, de telle opposition qui veut faire valoir sa vision. Mais le plus important pour moi est que toute cette classe politique qui se dit de l'opposition puisse se mettre ensemble. Pour donner une chance au Congo de se libérer et de permettre aussi à Sassou Nguesso de se libérer lui-même, parce que Sassou est otage du pouvoir aujourd'hui. Il faut l'aider, il faut que l'opposition l'accompagne, l'aide à se libérer lui-même de la prison où il est. Parce que l'opposition peut faire beaucoup de choses, mais ce qui manque à l'opposition, c'est peut-être une vision unitaire. Il faut que cette opposition soit unie. Une fois qu'elle sera unie, elle sera plus forte. Cette force-là sera la seule forme de pression que Sassou doit craindre demain, c'est l'unité de l'opposition. Et cette opposition, si elle est unie, elle a une même vision, c'est cette vision qui va enclencher le débat, et qui va enclencher le dialogue, et le vrai dialogue pour que demain, l'on parle d'un Congo libre et prospère. Mais les moyens de pression, vous me permettez rapidement. Oui, rapidement, un tour de table avant de conclure. On va conclure avec Aristide Moubébissi. La diaspora intelligente et l'opposition peut continuer à faire pression au Fonds monétaire international qui ne viennent pas donner de l'argent à ceux qui ont mal géré. Deuxièmement, cette même diaspora et cette opposition doivent faire la pression au niveau de la compagnie Total. Ça se est venu en France là. Ils cherchent une perfusion de la part de Total. Donc, si on fait la pression à Total, on menace Total. On menace les intérêts de Total, on dit, si jamais ça change, Total sort du Congo. On fait la même chose à Eni. Nous pensons que ce sont des moyens de pression que nous pouvons utiliser, exercer pour enlever Sassou de là. Voilà. Peut-être une réaction rapidement avant de conclure avec Aristide? Non, mais je dirais tout simplement, il faut... Oui, Aristide, avant de conclure, Aristide, j'ai appris qu'il y a... Vous en êtes une victime, j'ai appris qu'il y a une plainte contre vous relativement aux photos que vous avez publiées sur le net. Qu'en dites-vous? Franchement, John Lewis, j'ai rien à foutre. Sassou Deni, le dictateur sanguinaire, m'avait porté plainte pendant la COP 21. D'accord? De plaintes, j'ai rien à foutre. Je ne suis pas clandestin en France. Ça fait près de 3 décennies que je vis dans ce pays. Donc, ce n'est pas la plainte de Léon de Makano, de Marcel Makoumé qui va me faire flipper. D'accord? Une plainte, c'est quoi? Il faut du chantage avec ça. Là, voilà, il faut du chantage. Mais j'ai lu que tu as demandé les excuses, hein? Faux. Je n'ai pas écrit ce communiqué. D'accord? Je n'ai pas écrit ce communiqué. Mais de toute façon, je te soutiens parce que ça ne sert pas d'aller demander des excuses à une bande de voyous. Je ne peux pas aller demander des excuses. Je peux pas aller demander des excuses à ceux qui sont allés quémander chez le dictateur au nom de la diaspora.
Exactement. Ils sont revenus bredouilles, ils commencent à menacer les gens avec des plaintes. Exactement. Voilà. S'ils avaient apporté de l'argent, ici clairement que le communiqué que je viens de lire, sur lequel tu demandes les excuses, n'émane pas de toi. Non. Mais regarde bien, donc je ne sais pas écrire mon nom. J'écris Aristide Mobébis avec 2 S. C'est écrit avec un seul S. Voilà, donc nous allons conclure rapidement, Aristide, sur la feuille de route. Quelle est pour vous la feuille de route possible et qui nous conduise inéluctablement au dialogue en quelques 60 secondes. La libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, le rapatriement de l'argent volé qu'ils ont planqué dans des paradis fiscaux avec de fausses identités. Parce que très souvent, quand vous allez à Monaco, l'argent que Bouya, Kiki, tous planquent, c'est au nom de Malonga, Massamba, je ne sais pas quoi, des noms bizarres. Donc, rapatriement de cet argent. Et à partir de là, libre circulation des citoyens. Nous, on peut aller au Congo, les autres frères, les Bernard, tous les autres. Et à partir de là, on pourra dialoguer. S'il n'y a pas ça, on va rester tel que nous sommes. Nous aussi, mais n'oublie pas, le Congo est une prison. Donc, tous ceux qui sont au Congo sont des prisonniers politiques. Tous les citoyens, nos mamans et tout le monde, tous sont des prisonniers politiques. Et ça, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça que tous ceux qui sont au Congo sont des prisonniers politiques. Exactement. Il n'y a rien qu'à voir Paulé Makaya, qui a une nationalité britannique. Comme voilà, moi, j'ai une nationalité française. Je comprends que le débat vient de se terminer et que ça pouvait également faire l'objet d'un autre débat, d'une autre tribune, notamment la question des prisonniers. Alors, merci donc à vous, chers amis, d'avoir accepté cette invitation, car vous savez que ce débat a presque été improvisé. Evra Nongo, notre ami Anthony, Aristide Mobébissi, Bernard Pongui, Albert Lombo, je regrette bien qu'il n'a pu participer pleinement à ce débat. Vous avez, j'en oublie peut-être. Bon, nous avions, nous avions également un autre, mais qui n'est pas venu. Merci une fois de plus d'être fidèle à notre radio et du civisme avec lequel ce débat s'est déroulé. Et j'espère bien que la prochaine fois sera la meilleure, avec un autre thème qui ferait avancer le débat politique au Congo-Brazzaville. Merci une fois de plus et bonne journée. Je n'oublie pas les amis qui étaient connectés, notamment sur Facebook. Merci. Nous n'avons pas eu le temps de prendre toutes vos questions. Ils étaient nombreux. Je vous informe qu'ils étaient nombreux à nous suivre. Nous n'avons pas eu le temps de prendre vos questions et vous pourrez continuer le débat par écrit pour enrichir cette vidéo. Merci une fois de plus et bon week-end à vous. C'était Dean Lewis au Journal de la Communauté.